L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, le sourire. Lectrice Catherine Vuillet. Musique Charlie Nelson. Avenue Bosquet, Paris 7e. Thérèse pense que bientôt elle sera assise dans son fauteuil Voltaire au velours flambant neuf, rouge le velours. Ce sont ses enfants, enfin Jérôme et sa femme, puisque Julien était toujours au Congo ou au Zimbabwe ou Dieu sait où en décembre dernier, qui l'ont fait retapisser, en cadeau d'anniversaire de ses 97 ans. Une drôle d'idée qu'ils ont sûrement cru originale. Elle a tout, maman, ou ta mère, ou Thérèse, ou la vieille. Alors si on lui retapait le vieux Voltaire, du même rouge que son rouge à lèvres? Qui a eu l'idée d'accorder le velours à mes lèvres? Comme tu les aimais, mes lèvres, Victor, toutes mes lèvres. Jérôme ou Antoinette? Peut-être le petit Julien. Il est beau, cet enfant. Mais non, c'est un homme, un bel homme, et gentil. Qu'est-ce qu'il fait déjà comme métier? Et puis, il a le même prénom que son oncle. Les feux sont en mode orange clignotant, l'avenue Bosquet est bloquée de partout. La climatisation est trop froide et dehors il fait trop chaud. 2 énormes camions de déménagement sont postés en double file un peu avant le métro. Jérôme raccompagne Thérèse chez elle. « Il est marié, ton fils ?» Depuis son attaque, elle a du mal à articuler. Il est douloureux pour Jérôme de l'écouter. « Julien? Non, maman, tu sais bien. »« Il est gentil, ce petit. » « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? »« Je ne sais pas, maman. » Thérèse observe la nuque et le profil droit de son fils depuis sa place à l'arrière. Elle n'est plus tout à fait sûre de son âge, les dates lui échappent. Certainement plus de 60. Si ton père avait atteint ton âge, il te ressemblerait. Non, tu lui ressemblerais. Le sourire en moins, ce magnifique talisman, c'est Julien qui en avait hérité. Thérèse revoit très précisément le sourire de Victor quand l'infirmière a déposé Julien dans ses bras. Il y avait eu un moment d'indécision comique à cause du bouquet de fleurs. L'immense bouquet de fleurs qu'il avait tenté de poser maladroitement sur la petite table à côté du lit pour pouvoir prendre l'enfant que lui tendait l'infirmière. Une sorte de petite bousculade, une petite danse comique entre Victor et la jeune femme qui ensuite avait jeté un coup d'œil gêné à Thérèse. Les hommes, décidément. Qu'il est pâteau, mon mari, mais qu'il a l'air fier, et c'est moi qui lui ai fabriqué ce bout de chou tout fripé. Il sourit, notre bébé voit son sourire, ou le ressent, et s'en imprègne. C'est mon papa, il est beau, je sourirai comme lui. Les hommes sont beaux chez les Rosavin. Julien, tu étais beau parmi les beaux. Thérèse voudrait savoir l'heure, mais ne sait plus si elle l'a déjà demandé à Jérôme, alors dans le doute elle s'abstient. Elle n'a pas remarqué qu'il y avait une horloge sur le tableau de bord de la voiture et elle ne porte pas de montre. Les chiffres sont trop petits maintenant, elle ne les lit plus. La jolie montre sertie de rubis reste posée, arrêtée depuis longtemps, à côté de la photo de la maison du Cap-Nègre. La vieille bâtisse en amorce, la calade en contrebas, les pins, et derrière, la mer au crépuscule. Il va être l'heure de manger. Rachel aura préparé quelque chose. Une tranche de jambon, une tomate, du fromage. Le soir, elle mange léger. Mais elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle n'a pas chaud, elle n'a pas froid, elle n'a rien. Aujourd'hui, elle a enterré le fils préféré qu'elle venait de retrouver. Je crois que j'oublie beaucoup de choses, mais comment faire pour me souvenir de ce jour pour toujours? Le jour où Dieu me reprend mon fils maudit, marabouté par le mari d'une négresse et ses diableries vaudou, la malédiction des Rosavin. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Pourquoi ça n'avance pas?
Je ne sais pas, maman. Jérôme regarde sa mère dans le rétroviseur. Elle ne s'est pas aperçue que son chapeau était de travers, pas de beaucoup, mais suffisamment pour que l'image négligée de Thérèse le peine. Ce soir, il ne peut pas la laisser seule avec Rachel. Il va congédier l'assistante et rester avec elle. Il lui fera une omelette aux champignons. Elle boira un verre de Château Saint-Georges en lui parlant de ce qu'elle croit. Mais y croit-elle vraiment? Qu'était la vie de Julien aux quatre coins de la planète? Et il finira la bouteille une fois qu'elle se sera couchée. Ah mais non! Il ne peut pas dire à Rachel de partir avant qu'elle soit au lit. Il ne peut pas aider sa mère à faire sa toilette du soir, à se déshabiller. Il fera une omelette pour 3 et Rachel partagera leur repas. À une centaine de mètres de la voiture arrêtée, un piano posé sur un monte-charge est comme suspendu en l'air à hauteur du 5e étage. Ce sont les 2 motards en train de verbaliser les camions de déménagement qui ont dû demander l'arrêt du monte-charge. Un des manutentionnaires a l'air très énervé. De rage, il fouette son dos nu avec le t-shirt qu'il vient d'enlever, tandis qu'un autre, plus âgé et sans doute proche de la retraite, propose au motard de partager une grande bouteille d'eau. Jérôme réalise que c'est dans l'immeuble de Thérèse que quelqu'un emménage. Et tout de suite, il pense que, bientôt peut-être, il convoquera à son tour des déménageurs. Quand il faudra vider l'appartement de sa mère, c'est lui qui devra s'en occuper avec Antoinette et les enfants, s'ils ont le temps. Pas la peine de compter sur les cousins. « Maman, ton chapeau est un peu de travers. J'ai l'air d'une folle? Avec ton père, on a vu Marguerite Moreno dans La Folle de Chaillot, au théâtre de l'Athénée. Tu aurais vu ses costumes, ça y allait dans la fanfreluche. J'avais 18 ans, ma première fois au théâtre. Ton père qui souriait galamment aux ouvreuses et qui croyait que je ne le voyais pas. C'est chez moi qu'il livre un piano? Je ne connais pas la musique. Ton père, quel coureur c'était. Je sais, maman, tout le monde sait. Faut dire qu'avec un sourire pareil, il aurait eu tort de se gêner. Les hommes sont des salauds et paient rarement pour leur saloperie. Thérèse rajuste son chapeau qui reste malgré tout de travers et ferme les yeux. 2 toutes petites larmes, 2 larmes de misère s'échappent du coin de ses paupières, dans une parfaite symétrie. Elle rouvre les yeux et d'autres larmes arrivent, calmes, qu'elle ne chasse pas. Elle regarde devant elle et sûrement qu'elle ne regarde rien. 67 ans qu'elle souffre, se dit Jérôme. Mais qu'est-ce qui la torture? Le souvenir des tromperies répétées de son mari ou le coup de couteau du notaire qui a mis fin à son calvaire de femme bafouée? Et maintenant, la mort de son fils perdu et retrouvé. Maman... Jérôme cherche les mots. À la mort de leur père, Jérôme avait 10 mois et Julien 3 ans et demi. Les 2 premières années de son veuvage, Thérèse fut épaulée et soutenue par la famille côté du puits, Louis surtout, et Constance plus épisodiquement. Le dernier cousin de Victor, Pierre, sûrement le plus généreux, était tombé au combat 2 ans plus tôt, fin 1953, dans les premiers jours de ce qui deviendrait le désastre de Dien Bien Phu. Les 2 petits orphelins allaient passer des week-ends, des vacances chez leurs cousins à Versailles ou à Montargis, afin que Thérèse puisse souffler un peu et renouer les fils d'une vie sociale à peu près normale. Aller au spectacle, flâner seule dans les rues de Paris, respirer, oublier son chagrin. Rencontrer des hommes, pourquoi non? Elle était jeune encore, elle devait refaire sa vie. Mais Thérèse ne l'entendait pas ainsi. Victor avait été le seul homme qu'elle ait connu, son seul amour, et il le resterait. Qu'il eût été le plus infidèle des infidèles ou non. Et quel autre homme lui ferait l'amour comme lui? Leur entente sur ce point était totale, et l'appétit intense de son mari comblait Thérèse. Elle avait même été au bord d'accepter de participer avec lui à une partie fine. Au dernier moment, elle avait reculé, ne voulant pas laisser le petit Julien sous la garde d'une nounou pendant qu'il s'adonnerait à des amusements, somme toute immoraux. Elle continuerait à porter le deuil et le souvenir de ses plaisirs et de ses disgrâces. Que ça plaise ou non. Le travail,
Elle mit sur pied une école de dactylographie pour jeunes filles qui obtint très vite une belle renommée et lui assura des revenus conséquents. Et l'éducation de ses fils lui assurerait confort et fierté, sinon l'oubli. Devant sa détermination, Louis et Constance cessèrent de s'inquiéter de leur cousine et de ses 2 orphelins de fils. Thérèse ne se remaria pas et on ne lui soupçonna aucune liaison amoureuse. Les garçons ne connurent pas de beau-père. Aucun nouveau sourire, aucune étreinte ne vinrent la soulager de l'absence du mari, volage mais tellement aimé. Elle éleva les garçons, seule et obstinée, dans le souvenir magnifié mais trompeur d'un père intègre et aimant qu'il n'avait pas connu, ou si peu. Vint le moment où Julien apprit de sa grand-tante Constance, au cours d'une fin de soirée d'été trop arrosée dans la grande maison du Cap-Nègre, les frasques répétées de son père et son meurtre par le notaire de famille qui l'avait surpris avec sa femme. Constance n'avait pas révélé la vérité par malice, bien qu'elle n'eût jamais apprécié Victor et son érotomanie compulsive. Mais comme elle trouvait que Julien ressemblait terriblement à son père par sa démarche inexplicablement sensuelle, le regard prédateur qu'il portait déjà adolescent sur les femmes, et surtout par son sourire à dissoudre toutes les vertus, elle tenait à le mettre en garde, contre lui-même. Le monde avait changé. Les femmes de sa génération n'étaient plus celles de la génération de sa mère, et si les étudiantes américaines brûlaient leur soutien-gorge, ce n'était pas pour aguicher les cow-boys. Pour Julien, qui venait de fêter ses 18 ans, la révélation fut trop amère et le ressentiment envers Thérèse immense. Elle lui avait raconté des contes. Elle lui avait demandé de vénérer un homme, de s'identifier à un homme qui n'avait jamais existé. Il l'avait fait. Tout le monde reconnaissait Victor en Julien, et il était fier d'être le fils de son père, son prolongement. Mais alors, puisqu'il avait largement initié le processus d'identification, au contraire de Jérôme qu'il jugeait introverti et pusillanime, petite bite, alors il continuerait d'explorer ce chemin. Son père avait couru l'aventure auprès des femmes et était mort au combat de l'amour. Lui, son aventure concernerait le monde entier et c'est au monde entier qu'il ferait l'amour. Il attendit sa majorité pour voler une bague sertie de diamants à sa mère, la vendre et partir dans le premier avion vers n'importe où. Thérèse ne le revit jamais. De temps en temps, une carte postale griffonnée depuis un port exotique et dans laquelle il protestait de son amour pour elle, attestait qu'il était en vie et qu'il pouvait toujours revenir. Rien de plus. Le père et le fils, les 2 facettes d'une même pièce adorée, lui avaient échappé. Ne restaient que les apparats d'une vie bourgeoise. Jérôme et sa femme, ses petits-enfants qu'elle choya tout de même du mieux qu'elle put, le développement de son école de dactylo, l'appartement de l'avenue Bosquet, les boutiques de mode, les chapeliers, et les mois de juillet en famille. Ne restait rien. Or l'amour ne reste que l'écume. En mai dernier, Julien avait appelé son frère depuis le Congo. Il voulait revenir, retrouver les siens, son frère, sa mère. Biblique, avait pensé Jérôme, très très tardif, mais biblique. Les retrouvailles avaient eu lieu dans la maison de vacances avec la cousinade presque au complet. Le fils prodigue était toujours aussi beau et charmeur. Tout le monde voulait tout savoir sur sa vie aventureuse. Les enfants le badaient. Pendant 2 jours entiers, Thérèse resta accrochée à son bras, conjurant 50 ans d'absence. Elle revivait. Le bonheur retrouvé dura 10 jours. À la fin d'un déjeuner, Julien fut pris de convulsions et se mit à cracher du sang. Moins d'1 heure plus tard, il était mort. Les cigales n'interrompirent pas leur chant quand un voile noir vint recouvrir la calade. Thérèse semblait ne s'être aperçue de rien, mais ses arrière-petits-fils tremblaient, des lueurs d'effroi dans les yeux. Au
Autour des camions de déménagement, la tension est retombée. Les motards et les manutentionnaires plaisantent et se passent fraternellement la bouteille d'eau. Le piano a repris sa course vers les derniers étages. Jérôme s'amuse du moment et imagine un ange, un elfe, une créature gazeuse qui viendrait se poser sur le bord de l'instrument, dégagerait le clavier et jouerait une petite ritournelle, une petite musique de boîte à musique, une musique pour les enfants. Mais le bloc noir et luisant sous le soleil reste muet. Le bloc noir monte l'échelle de métal en silence, tandis que de l'avenue s'exaspèrent les klaxons. Jérôme revient au rétroviseur et n'y remarque que le reflet de la voiture qui le suit. Il a compris. Il pivote doucement sur son siège et regarde sa mère affalée sur la banquette. Son chapeau est coincé entre sa joue et la portière. Une mèche blanche barre le front de Thérèse. Elle a les yeux toujours ouverts et les larmes ont séché. Sur ses belles lèvres rouges, un sourire.